Bienvenue au Balado Vision. Dans les prochaines capsules, nous aborderons différents sujets pour faciliter la transition vers le milieu professionnel. Développé pour et par des étudiantes et étudiants, le parcours Vision favorise l'acquisition de nombreuses compétences essentielles à la poursuite d'une carrière épanouie dans tous les milieux. Mon nom est Isabelle, je suis étudiante au doctorat et aujourd'hui, on parle de comment trouver son sens dans un monde professionnel. Selon une étude de la revue scientifique Nature, la préoccupation principale des étudiants au doctorat, c'est de maintenir un équilibre travail et vie personnelle. En deuxième, on a le stress financier et en troisième, on a le passage vers le monde professionnel. On nous forme pour une carrière académique. C'est d'ailleurs 50% des étudiants au doctorat en commençant qui veulent devenir professeurs, mais c'est seulement 7% des étudiants en sciences de la santé qui deviennent professeurs. Donc c'est seulement une minorité. La norme, c'est vraiment une carrière non académique. Et comme on n'est pas formé pour ça, ça peut être un gros stress de devoir se lancer dans l'inconnu après ses études. Pour en parler, on reçoit Julie Tremblay-Potvin, qui est stratège en culture organisationnelle et fondatrice de Deux Saisons, une plateforme web sur l'art de vivre et de travailler autrement. C'est aussi une firme de développement durable des personnes et des organisations qui se spécialise dans la promotion de la santé durable et de la santé mentale positive. Salut Julie. Salut Isabelle. Ça va bien? Super bien. On parle de se lancer sur le marché du travail, que c'est de l'inconnu, mais ça doit pas être si différent que ça, le milieu académique et le milieu du travail. Ben, en fait, moi, je peux te parler un peu de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde du travail. Je connais plus le monde des organisations que le monde académique, disons. Ben, je pense qu'il y a quand même des parallèles que je peux faire, mais dans le sens où, dans le monde du travail, il y a, un peu comme on a parlé dans l'autre capsule, une culture de performance qui est là quand même, qui est parce que c'est partout dans la société, là. Ça, c'est pas juste dans certains milieux, quoique il y a certains milieux qui sont plus dans des cultures de performance ou de surperformance que d'autres, ça dépend des industries, ça dépend aussi des dirigeants, ça dépend des personnes, puis de où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion aussi, dans leur conscience du bon et du moins bon de la culture de performance. Donc, il y a plusieurs sous-cultures, comme je disais, dans le monde du travail. Donc, il faut vraiment aller explorer des fois pour trouver un milieu qui nous ressemble puis qui nous convient. Je pense qu'une différence, c'est que dans le monde académique, comme tu dis, c'est assez linéaire, c'est assez uniforme, il y a comme une façon d'être, une façon de faire, puis tout le monde essaie un peu de rentrer là-dedans. Dans le monde du travail, il y a une variété de façons de faire, même si oui, il y a une culture dominante qui est un peu partout, qui est aussi en constante évolution. Très présent en ce moment dans le monde du travail, les conversations, les discussions autour de tout ce qui est changement rapide et besoin de s'adapter. Okay. Je sais pas si t'es familière avec l'expression du monde VICA. Donc, c'est 4 lettres. VICA, V-I-C-A. On dit que le monde dans lequel on vit présentement est un monde VICA, c'est-à-dire un monde où est-ce qu'il y a de la volatilité, c'est-à-dire qu'il y a de la vitesse. Ça va vite, mais il y a des changements rapides aussi. Ouais. Donc, les compétences durent moins longtemps, même des fois dans la technique. Là, tu sais, quand on sait faire quelque chose, ben, il faut continuellement se renouveler parce que les technologies changent, entre autres, là, les technologies, les façons de faire. Donc, il y a le volet vitesse. Il y a un volet incertitude. Un volet incertitude dans le sens où on sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le monde. On a eu une pandémie, par exemple. Ouais. On s'attendait pas à ça. Il y a des changements qui se passent dans le monde qui peuvent nous impacter. Le C pour complexité. Donc, les problèmes sont pas toujours faciles à régler parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Donc, ça demande beaucoup de réflexion stratégique. Donc, on n'est plus juste dans l'exécution. On va être beaucoup dans la réflexion, l'agilité. Puis il y a finalement le A, ambiguïté. Donc ambiguïté, ça le dit, là, ça veut dire que tout n'est pas blanc ou noir non plus, puis que on doit naviguer là-dedans. Pas pour vous faire peur, là, mais dans le sens où c'est quand même ça qui est dans l'air du temps. Puis c'est vrai que quand on est dans un parcours scolaire ou académique, on a l'impression que, tu sais, le chemin, il est tracé. Puis je pense que la plus grosse différence avec le monde du travail, c'est que le chemin, il est pas vraiment si tracé que ça. Ça dépend, oui, tu pourrais aller dans une organisation, gravir les échelons jusqu'en haut, tu sais, il y a encore un peu de ça, surtout dans les grandes organisations. Ah oui. Mais malgré tout, on n'est pas protégé des changements organisationnels, des restructurations, etc. C'est comme on a vécu beaucoup dans les dernières années. Donc, je te dirais que c'est à des avantages et des inconvénients, ça, dans le sens où, oui, c'est incertain que ça peut amener du stress, parce qu'un environnement VICA amène du stress, mais ça amène aussi
plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, puis plusieurs chemins, en fait, qu'on peut emprunter, puis dans lesquels on peut explorer, puis vivre des expériences diversifiées, puis évoluer, apprendre, etc. En ce moment aussi, dans le monde du travail, là, c'est sûr que moi, je travaille beaucoup sur ces dossiers-là, mais ça va être on sent une transformation de la culture du travail, justement, par l'arrivée des nouvelles générations dans le monde du travail, entre autres, là, mais aussi de par tout le contexte. Par exemple, la pandémie a amené le télétravail qui est rendu maintenant vraiment présente, mais aussi la prise de conscience que la culture de performance telle qu'on l'a connue, qui s'est transformée en culture de surperformance, où est-ce qu'on travaille beaucoup, le travail empiète sur la vie personnelle, on travaille le soir, la fin de semaine, des fois on ramène du travail à la maison, les courriels rentrent, si on parle de droit à la déconnexion, ça c'est toutes des choses qui se parlent dans le monde du travail, puis qui s'appliquent probablement aussi au monde académique. Dans une certaine mesure, hein, sur la... Oui, ça dépend qui, mais oui. Ouais. Puis, donc, ça, on est de plus en plus conscient que ça amène des enjeux de santé publique, en fait. C'est que le travail contribue des fois à certains enjeux de santé publique. Donc, il y a des initiatives qu'on voit naître qui amènent le monde du travail vers une culture de saine performance. Une culture plus durable. Puis, tu sais, qui dit entreprise dit économie, là, fait que ça va aussi dans tout le mouvement de développement durable, puis d'être un petit peu plus conscient ou responsable de nos façons de faire. Entre autres, j'en ai parlé dans l'autre capsule, mais il y a la CNESST qui a ajouté dans sa loi de prévention des risques au travail, là, comme exemple prévention des accidents dans les chantiers de construction, tout ça. Ils ont quand même ajouté une portion à la loi où est-ce que toutes les organisations doivent maintenant prévenir aussi les risques psychosociaux. Donc ça, c'est beaucoup moins clair, là. Mais ça, c'est un processus qui est déjà entamé, où est-ce que les organisations doivent identifier les risques qui sont présents dans leur milieu, puis avoir un plan pour mieux les prévenir. Donc, ça vient avec aussi de la sensibilisation, de la formation pour amener les gens à adopter des pratiques qui vont pas encourager ces risques et ces facteurs de risque-là. C'est ça qui se passe dans le monde du travail présentement. Puis le monde académique, tu sais, comme ça fait partie, ça en est un milieu de travail, tu sais, c'est un milieu, hein? Oui, fait que il fait partie de cette grande mouvance-là. Mais c'est sûr que de notre expérience d'étudiant et vers quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, qui va travailler à l'extérieur, mais il va avoir, des similitudes, mais aussi des différences à ce niveau-là. Pour les étudiants intéressés à aller vers le marché du travail, c'est quoi la première étape à faire? Parce qu'en académique, c'est assez linéaire. En fait, le chemin est déjà tracé. Mais sur le marché du travail, on peut comme appliquer partout, mais un peu nulle part en même temps. Donc, comment choisir vers quelle entreprise aller ou quelle carrière choisir? Se connaître, hein, c'est la base, en fait. Parce que ça peut être vraiment facile d'embarquer dans le processus de recherche d'emploi ou de recherche d'opportunités dans le monde du travail dans une optique de j'applique partout. Oui, c'est ça. Tout ce que je veux, c'est être choisie, puis essayer de performer dans ces entrevues pour être choisie. Tu sais. Mais c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour s'épanouir au travail. Puis je pense que de toute façon, que vous avez des experts qui vont venir vous parler de ça, mais c'est plus comme ça que ça se passe non plus dans les entrevues. Là, maintenant, c'est autant d'un côté que de l'autre. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est de se faire un petit moment d'introspection avec soi-même, puis de se questionner sur de quoi on a besoin. Premièrement, ça va être... Premièrement, très important, ça va être évolutif aussi notre vie dans le monde du travail, dans le sens où ça sera pas nécessairement linéaire, justement. Donc, on choisit pas pour toujours, nécessairement. Je pense que c'est important de se reconnecter à où on est dans notre vie présentement. C'est quoi les besoins qu'on a? De quoi on a envie? Par exemple, on a-tu envie de défis? On a-tu envie d'une équipe? On a-tu envie d'équilibre? Qu'est-ce qui est important pour nous présentement? Justement, c'est quoi nos valeurs? C'est quoi notre définition du succès? À cette étape-ci de notre vie, parce que, tu sais, plus tard, quand on a des enfants ou quand on s'occupe d'un parent qui a des besoins de soins ou peu importe, nos besoins peuvent changer, notre définition du succès peut changer. Fait faut être ouvert à ça aussi, là. Faut pas se voir juste dans une ligne. Je pense que c'est important de s'ouvrir les horizons puis de se promener peut-être dans différents chemins. Mais au moment où on commence notre démarche, c'est important de se reconnecter à soi,
puis de se connaître un peu. Puis il y a un outil vraiment intéressant qui s'appelle l'Ikigai, qui peut être un bon outil d'introspection à utiliser comme boussole quand on est à la recherche d'opportunités. Puis pour voir, essayer de trouver notre X, hein, le Ikigai, c'est un peu comme dire trouver son X, on cherche donc notre X quand on... Puis des fois, ça prend quelques essais-erreurs pour le trouver. OK. Mais le concept de l'Ikigai, c'est... suivez-moi, là, on va vous mettre un visuel. Ouais, on va mettre le schéma. Ouais, mais en fait, c'est de trouver le point de contact, là, dans le fond, le milieu, l'intersection entre ce qu'on aime, oui, ce dont le monde a besoin, hein, OK. qu'est-ce qui pourrait être une contribution utile, en quoi on est bon, puis nos forces, puis pourquoi les gens sont prêts à nous payer. À nous payer, parce que là, sinon, on va être dans le... On peut, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on cherche, puis des fois, c'est ça qui est dur à trouver, le milieu. Puis, si on sait ce qu'on aime, on sait un peu dans notre domaine, dans notre industrie, quel sens on veut donner à notre travail, tu sais, de quoi les gens ont besoin, dans quel sens on peut donner. Si on sait... on sait que nos forces, dans quoi on est bon, puis là, on va à la recherche d'opportunités d'emploi qui sont payantes, ben on va être capable d'essayer de trouver une opportunité où tous ces éléments-là convergent. Puis on va être apprécié pour nos forces, on va avoir un sens à notre travail, puis on va faire ce qu'on aime aussi. OK. Fait que c'est important d'avoir ces 4 choses-là. Puis on a ben, pas le trio, le quatuor gagnant. C'est ça. Ben oui, puis en quelque part, il y a d'autres choses aussi. Là, il peut y avoir... tu sais, ça peut être important pour nous, par exemple, d'avoir un patron qui est bienveillant. Ça peut être important pour nous d'avoir une équipe qui est le fun. D'avoir pas, tu sais, comme un milieu qui est sain psychologiquement, qui va nous amener une sécurité psychologique ou qui va être axé sur l'équilibre. Ça peut être d'avoir des défis. Ça peut être de pas toujours faire la même chose. Tu sais, il faut se connaître aussi pour savoir qu'est-ce qui est important. Puis on arrive aussi dans nos entrevues avec des questions à poser, puis avec déjà une approche plus un petit peu plus proactive. Donc, on développe notre leadership de nous-mêmes aussi à travers ce processus-là. OK, donc c'est important aussi de nous choisir où on va. Puis en entrevue, c'est nous aussi qui passons l'entreprise en entrevue, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, des fois, c'est pas juste une question d'entrevue, ça peut être aussi de créer nos propres opportunités. Tu sais, ça peut de se connaître, de savoir un peu de quoi le monde a besoin. Ça peut nous aider à créer des opportunités en plus entrepreneuriales ou intrapreneuriales, ou tu sais, de sortir un peu des sentiers battus, puis de ce qui est ce qui est offert ou de ce qu'on voit, ce à quoi on pense facilement, tu sais, parce que c'est ça, des fois, quand on va parler à nos proches, par exemple, ils vont tout le temps nous sortir des chemins ou des emplois qui sont comme standards ou connus. Mais des fois, il y a plein d'autres genres de postes qui existent en dessous de ça, puis que personne ne sait que ça existe. Donc, partir, explorer. Je pense qu'explorer, faire tu sais, ça peut être faire du bénévolat, des fois, ou tu sais, juste essayer des choses peut aussi nous aider à nous connaître, à savoir qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis je pense que c'est la force de vieillir, dans le fond, puis de gagner en expérience aussi, c'est qu'on gagne en expérience diversifiée, puis on se connaît mieux à travers ces expériences-là, puis ça nous permet de plus savoir. Donc, c'est normal aussi de pas tout savoir en partant. OK. De pas avoir toutes les réponses. Ben oui, je remarque autour de moi, les étudiants à la maîtrise ou au doctorat veulent pas penser à quand ils vont finir. Puis je m'inclus là-dedans, c'est comme un grand trou noir, puis c'est stressant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Et pourtant, il y en a qui sont peut-être pas bien dans le milieu académique, mais c'est connu, c'est un milieu qui est connu, fait que c'est rassurant. Puis on veut pas passer de l'autre côté, même si on serait peut-être mieux, parce que c'est nouveau, puis c'est du changement. Fait que comment avoir le courage de passer de l'autre côté? Ben, je pense que le courage, j'aime ça que tu parles du courage, c'est un thème qu'on aborde souvent chez De Saison, mais à quelque part, c'est la confiance qui vient avec le courage. Puis des fois, on a l'impression qu'avoir confiance en soi, c'est avoir confiance qu'on va réussir. Je suis confiante, je vais être capable, je vais le réussir, je vais l'avoir le poste, je vais être choisie, je vais être... Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est ça, avoir confiance en soi. Je pense que des fois, on gagnerait à changer un peu notre définition, puis à se dire, ben, j'ai confiance que je vais trouver comment m'adapter. Je vais trouver des solutions. Peu importe ce qui m'arrive, je vais trouver autre chose. Donc, ça nous enlève la pression de trouver la bonne place, la bonne job, le bon chemin pour nous. Parce que ça, c'est stressant, là. Tu sais, justement, quand tu dis, ben, j'ai choisi tel domaine, fait que là, tu sais, t'es comme sur du domaine, là, le chemin académique est comme tracé, c'est facile de rester là-dedans.
Mais avoir le courage d'aller explorer, mais il faut se dire, je suis en mode apprentissage, je suis en mode exploration, je suis en mode, je vais trouver des solutions. Si ça marche plus, puis que je suis connectée à moi-même, puis je suis capable de dire, non, ça, je le file pas ici, ben, tu vas être capable de trouver autre chose. Fait que ça, à quelque part, ça enlève, tu sais, c'est ça la confiance en soi, finalement, je trouve, moi. C'est de savoir que tu vas toujours t'adapter, puis tu vas toujours trouver une solution. OK. Fait que c'est de gagner de la confiance en soi, mais comment on fait pour gagner de la confiance en Ouais, soi? mais c'est de vivre des choses, vivre des réussites, mais vivre des échecs aussi. Ouais. C'est quand même quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose dans le monde du travail qui est de plus en plus présent aussi. Ce que je disais, ça change beaucoup le monde du travail. Les industries sont en perpétuelle transformation, ce qui fait que on valorise de plus en plus l'innovation, puis l'adaptabilité, donc l'agilité, plutôt que la simple performance ou exécution, tu sais, de dire... Puis les gens dans le monde du travail aussi qui sont en mode « je veux toujours tout réussir Ouais. », qui sont plus stressés que ceux qui se donnent le droit de se tromper, d'explorer, d'essayer des affaires, puis qui se disent « cet apprentissage-là, j'en suis plus riche pour mes prochains... tu sais, pour ce que je vais faire après. » Puis ça, c'est ça, tu sais, l'échec, à quelque part, même que j'avais déjà entendu, je pense, un psychologue ou un psychoéducateur qui disait la meilleure façon de se débarrasser de la pression de performance ou de l'anxiété de performance, c'est de vivre des échecs. Parce que quand tu vas au bout puis tu te trompes, puis que tu te rends compte que tu l'as échoué, mais que t'es encore la même personne, Ouais. t'es encore en vie, t'as encore la même valeur, finalement, t'as encore les mêmes forces, c'est juste que t'as eu cette expérience-là, ben tu t'enlèves finalement de la pression un peu en disant, ben, c'est pas la fin du monde si je me plante, finalement. Ben oui, puis ça revient à ce qu'on disait dans la dernière capsule, dans le fond, de savoir qu'est-ce qu'on vaut, parce que c'est pas nécessairement des compétences techniques comme de savoir utiliser un équipement ou des compétences en laboratoire, mais plus des compétences comme être quelqu'un qui s'adapte facilement aux nouvelles situations, ou quelqu'un qui apprend rapidement, ou quelqu'un qui peut innover. Ben oui, puis ça, c'est des compétences d'avenir. Puis on en parle, c'est de plus en plus recherché, donc, tu sais, il y a la créativité, être capable de, justement, penser en dehors de la boîte, trouver des nouvelles solutions, proposer des idées nouvelles. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence d'avenir. Ouais. Il y en a quelques-unes, là, je pourrais mettre en bas de la capsule, là, un lien vers les compétences d'avenir, mais je les ai ici. C'est ça, l'agilité, la créativité, puis l'intelligence émotionnelle, entre autres, là, c'est 3 grandes compétences d'avenir. Fait que comme tu dis, de savoir c'est quoi nos forces, c'est quoi nos compétences, qu'est-ce qu'on a développé, ben ça nous donne un coffre à outils. Fait que tu sais avec quel coffre à outils t'arrives, tu dis ben moi je peux contribuer avec ça. Fait que, puis ça c'est une différence aussi dans le monde du travail, c'est que c'est beaucoup axé sur le travail d'équipe, énormément sur le travail d'équipe. Okay. La plupart du temps, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être des professions où c'est plus individuel, mais il y a quand même cette tendance-là à la collaboration, ce qui fait que tu gagnes en équipe, puis tu perds en équipe aussi dans le sens où c'est, oui, tu veux contribuer avec le meilleur de ce que tu as, mais tu as aussi des limites, puis ça, ton équipe va venir combler ces limites-là, puis ensemble, vous allez réussir. Fait que ça, c'est quand même aussi intéressant de pas se sentir seul avec la pression de réussir. Ouais, tu vois, ça, c'est une grosse différence avec le milieu académique. Tu gagnes pas des prix en équipe, tu les gagnes tout seul contre tes collègues, malheureusement. Merci pour ton temps. Avais-tu autre chose à rajouter là-dessus? Ben, en fait, j'avais des petits exercices, là, juste pour être sûre, parce que je l'ai dit rapidement tantôt, mais si les étudiants qui nous écoutent veulent avoir un moment, prendre le petit moment d'introspection dont je parlais tantôt, je pense que c'est important de se questionner sur c'est quoi mes valeurs. Donc, c'est quoi mes valeurs? Vous pouvez prendre une liste de valeurs, puis essayer d'encercler les valeurs qui vous parlent, aller jusque, tu sais, essayer d'avoir un top 5, top 6, 8 valeurs, puis pour au moins partir de ça. Puis, se demander aussi, c'est quoi le succès pour soi? Donc, c'est quoi réussir? Est-ce que c'est ma définition de la réussite ou c'est une définition que j'ai juste pris comme parce que c'est la société qui véhicule ça? Est-ce que, c'est-tu les médias sociaux? C'est-tu mes parents? C'est-tu mon éducation? Qu'est-ce qui m'influence dans ma définition du succès? Okay. Puis qu'est-ce qui est vraiment une définition du succès pour moi qui serait plus authentique, plus en lien avec mes valeurs? Puis où est-ce que tu trouves ta satisfaction dans la vie? T'sais, qu'est-ce qui t'amène un vrai sentiment de satisfaction? Genre, ça, j'aime ça, ça, je sais...
Puis de partir aussi avec ça, ça nous donne des indices sur notre expérience passée, pour essayer de trouver un endroit où est-ce que une opportunité de carrière, là, peu importe c'est où, qui va être saine pour nous puis qui va être épanouissante aussi, tu sais, finalement. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et on se revoit pour une prochaine Capsule Vision.